Eh bien, écoutez, déjà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, en fait, il y a 2 ans, j'avais lu le bouquin le jour où je me suis aimée pour de vrai. Vous vous en rappelez? Très bien. Et en fait, j'ai eu l'impression, comme probablement beaucoup de personnes, beaucoup de vos lecteurs, je me suis reconnue en fait dans le personnage. Et je me suis dit là, faut que je le contacte. Je sais pas pourquoi. Il faut que je l'écrive et puis on verra. Allez, ose. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un grand tournant personnel aussi et professionnel d'ailleurs, parce que j'étais en train de monter ma boîte. Et en fait, j'ai vraiment en mémoire ce moment où je vous ai par Skype. J'étais dans mon petit jardin à Avignon et et vous, vous étiez au Québec hein, déjà, parce que je sais que vous aviez envisagé éventuellement d'aller dans le sud, etc., voir votre fille, mais il me semble que vous étiez encore au Québec. Oui. Et vous imaginez pas à quel point vous m'avez tellement donné juste pendant ce petit échange qu'on a eu. Mais tant mieux. Si Voilà, c'est possible, tant mieux. je pense que vous devez être vraiment une vraie bulle de bonheur pour vos proches, pour les gens qui sont en contact avec vous. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et c'est super gentil. Je fais tout mon possible pour être là. Je dirais ça comme ça. Être complètement présent. Dans le quotidien, ben, ça se manifeste de toutes sortes de façons. Évidemment, on a un tas d'imprévus, il y a des irritants qui surviennent, comme dans toutes les vies humaines. Et j'essaie simplement d'être là, présent. Et peut-être que ça permet effectivement à des personnes de se sentir écoutées et de voir aussi apparaître des solutions. Il y a la phrase magique, cette phrase que j'aime tellement prononcer. Il me semble que c'est un philosophe montréalais qui l'a présenté quelque part dans un livre. C'est une phrase toute simple. Et c'est la phrase suivante. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Et cette phrase apparaît dans un dialogue. Et dès qu'on prononce cette phrase, je n'avais jamais vu ça comme ça, ben on vient de changer. Mhm. On vient de changer. Quelque chose s'est passé en nous, il y a eu quelque chose a basculé ou quelque chose s'est ajouté ou il y a des nuances qui sont apparues, peu importe. Mais il y a eu un changement. Et c'est à travers la présence qu'on offre à l'autre qu'on permet à cette phrase d'apparaître, tout simplement. Alors tant mieux si ça apparaît. Alors c'est ce que j'essaie d'offrir du Elle mieux est que. magique, elle est magique cette phrase. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est intéressant, d'autant plus que on va en parler après dans l'échange qu'on va avoir aussi aujourd'hui. Mais j'avais noté justement cette importance de bien prendre, de faire la différence en conscience de la perception versus réalité. Ouais. Et puis justement d'être en ouverture aussi de réalités qui peuvent être différentes de celles perçues. Mm-hmm. C'est ça que ça exprime. Ah, tout à fait, tout à fait. Et on vit dans un monde de nuances. Et en même temps, on va à toute vitesse, de sorte que on escamote trop souvent les nuances. Et c'est ce que le dialogue permet. C'est ce qu'un échange, une conversation authentique, pure permet. Elle permet ce temps d'arrêt qui nous amène à dire je n'avais jamais vu ça comme ça, c'est-à-dire donc à tenir compte des nuances. Parce que tout va tellement vite, puis on est très souvent, on traite les choses en surface. On a une minute au journal télévisé pour présenter une information qui nécessiterait 1 heure de réflexion. Ouais, tout à fait. Alors, on est là en 1 minute, puis on a à se faire une idée, on a à se positionner, enfin peu importe, à découvrir ce que ça signifie, ce qu'on nous présente, à donner du sens à ce qu'on nous présente. Et puis, pour trouver du sens, il faut tenir compte des nuances. Ça, c'est important. Pour trouver du sens, il faut à tout prix tenir compte des nuances. Et pour tenir compte des nuances, ben, ça demande un temps d'arrêt, ça demande du temps. Et puis, malheureusement, à la vitesse à laquelle on va, on passe souvent à côté des nuances. Pourtant, j'osais dire un jour à quelqu'un qui m'avait demandé de me prononcer sur une thématique de santé au travail et j'avais dit à la personne, elle voulait que ça se fasse en un paragraphe sur une page. J'avais dit, ben non, c'est impossible, faut
il y a trop de nuances dont il faut tenir compte. La personne m'avait dit, tiens-toi à l'essentiel. Et je lui avais répondu, mais l'essentiel est fait de nuances, monsieur. Oh. Alors, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, plus que jamais même. C'est d'autant plus vrai. Alors Serge, justement pour ceux et celles qui vont nous écouter plus tard, comment vous pourriez vous présenter à nos auditeurs? Comment pourrais-je me présenter? À travers... c'est difficile, je trouve ça difficile aujourd'hui de se présenter. C'est étrange, hein? Enfin, disons que j'ai pratiqué la médecine pendant des années. J'ai étudié la médecine, pratiqué la médecine. Et ça m'a conduit à m'intéresser à la santé psychologique dans l'espace de travail. Il y a toutes sortes de portes qui sont ouvertes sur ma route. Et à chaque fois qu'une porte s'ouvre, j'aime bien aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, et ces portes se sont ouvertes et ça m'a amené à réfléchir, à m'intéresser. C'est devenu une passion à la santé psychologique au travail, à toutes les questions qui, aujourd'hui, sont des questions fondamentales. Les problèmes de stress, les problèmes d'épuisement, les problèmes de perte d'intérêt, les problèmes de démotivation, les problèmes de perte de sens. Alors, j'ai soigné les gens pendant 30 ans, les personnes qui ne fonctionnaient plus au travail, en essayant, en les accompagnant, encore une fois, leur route, pour les aider à retrouver du sens dans le même travail ou dans un autre travail, peu importe, mais qu'elles puissent retrouver du sens. Ça m'a amené à écrire des bouquins, ça m'a amené à donner des conférences. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Alors, voilà, grosso modo. Et bien sûr, ça m'a peut-être ajouté que ça m'a conduit, et je crois que toute personne qui s'intéresse à l'apaisement, au soulagement de la souffrance humaine, disons-le comme ça, toute personne qui s'intéresse au soulagement de la souffrance humaine est amenée à réfléchir à la question de l'ego. Mm. Et au cours des dernières années, c'est devenu vraiment ma passion. Qu'est-ce que l'ego? Comment peut-on le décrire? Est-ce possible? Comment peut-on l'apaiser? Et qu'est-ce qui apparaît quand on apaise l'ego? Ça nous mène bien sûr à la question fondamentale, qui sommes-nous? Sommes-nous notre ego? Il y a toutes sortes de questions qui entourent cette question-là. Peut-on vivre sans ego? Bon, etc., etc. Alors voilà, donc c'est ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse encore fondamentalement aujourd'hui. Alors c'est merveilleux. Alors moi je vous décrirais, je pense en une seule phrase, vous êtes probablement un homme de conscience et de sagesse. C'est très gentil. Je crois beaucoup effectivement à ces mots. Mm. Le mot conscience est fondamental à notre époque. On est dans une époque qui a besoin de profondeur, qui est en soif de profondeur, parce qu'on a l'impression de vivre en surface, à toute vitesse, je le disais tout à l'heure. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à plus de conscience, à voir les choses plus clairement, ce qui nous amène possiblement à plus de sagesse aussi. Apaiser les peurs de l'ego, entre autres. C'est peut-être une façon d'écrire ce qu'est la sagesse à laquelle on est appelé au cours de notre existence. Apaiser les peurs de l'ego pour entrer dans plus de conscience. Effectivement, une meilleure connaissance de soi. Ça me parle beaucoup. Alors, Serge, bon, vous me découvrez aussi parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de mettre en lumière ce que vous partagez. Moi, j'ai un mantra qui me porte depuis quelque temps maintenant. C'est avec beaucoup d'humilité parce que je trouve que c'est un chemin c'est comme, vous savez, c'est comme une espèce de chemin que vous décidez de prendre. Et là, vous découvrez en fait que vous êtes à peine au tout début et il sera peut-être jamais terminé ce chemin. Vous allez peut-être jamais arriver au bout. Mmh. Donc, mon mantra, c'est justement ça, c'est la connaissance de soi plus la conscience de soi égale la confiance en soi. Mmh. Et quand j'ai pris conscience
de cette construction identitaire avec cette part d'ombre et de lumière, l'importance de l'ego qui joue une place prépondérante et positive, structurante, mais aussi toxique quand voilà quand il y a le petit hamster justement. J'adore. Alors vous savez que je vous ai emprunté votre expression, hein. On m'entend souvent parler de ce petit hamster pensouillard et je vous nomme à chaque fois que en tout cas autant que possible quand j'utilise. J'adore. Je visualise vraiment ce petit hamster dans la tête. Et... si ça peut être utile, c'est vraiment tant mieux. J'aimerais bien que vous en parliez un peu justement de ce petit hamster pensouillard ou de ce vélo en fait qui trotte dans la tête en permanence et pour quelle raison est-ce que on peut avoir ce vélo qui tourne tout le temps dans la tête. Ouais. C'est une métaphore, hein? C'est une métaphore de notre ego, quelque part, c'est-à-dire de l'activité mentale, appelons ça comme ça, l'activité mentale qui tourne autour de la tendance qu'a le cerveau à transformer toutes sortes de choses en jeu. Récemment, j'ai publié un nouveau bouquin qui s'intitule Jeu. Et ça parle de cette tendance qu'a le cerveau à fabriquer une quantité phénoménale de jeux. On s'identifie, ça c'est pas moi qui ai inventé ça, pas du tout, j'invente rien de neuf, c'est simplement présenter ça d'une autre façon. Carl Jung disait que le cerveau avait qu'il y avait à l'intérieur du cerveau, pardonnez-moi, un processus qui s'appelait le processus d'identification. Donc, une tendance à s'identifier à toutes sortes de choses pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Et Krishnamurti, grand philosophe indien, disait que le cerveau avait une tendance naturelle à s'identifier. Donc, à fabriquer des identités. La même chose. Alors, donc, Bouddha a dit, je crois quelque part à sa façon, la même chose. Socrate, en disant « connais-toi toi-même », encore une fois, nous appelait à observer ce processus à l'intérieur de notre cerveau. Et pourtant, je ne crois pas que ni Bouddha ni Socrate ne connaissaient les neurosciences. Là. Ils se sont simplement observés. Puis ils ont observé tout à coup la fabrication d'identités et surtout qu'après qu'un jeu ait été fabriqué, tout le reste de la vie, ce jeu a tendance à vouloir se protéger. Donc, développe la peur de disparaître. Et on peut donner un exemple extrêmement simple, banal. Ça m'amuse parce qu'il y a deux images qu'on peut utiliser autour de cet exemple. Je fabrique un plat où je reçois des amis et j'achète un plat chez un traiteur. Et je présente le plat aux amis. Et il y a eu tout à coup ce fichu processus d'identification qui a fabriqué un jeu autour du plat. Je suis devenu le plat parce que là, j'attends les commentaires, les regards de toutes les personnes autour de la table sur le plat. Et si quelqu'un dit « c'est tellement bon, j'aimerais avoir la recette », il peut y avoir instantanément une tendance au niveau du cerveau à s'attribuer le plat en disant quelque chose du genre « c'est une recette secrète, ça appartient à ma grand-mère », à ne donc pas dire qu'on l'avait acheté chez un traiteur. Ça peut se faire en une fraction de seconde. Oh, oui. C'est une recette secrète de génération en génération. Tant mieux si vous l'avez aimé. Ou au contraire, si quelqu'un dit, met un commentaire négatif, oh, c'est trop salé ou je sais pas trop, ne tolère pas ce genre d'épices. Encore une fois, il y a une réaction instantanée qui crée d'ailleurs un inconfort, parce que quelqu'un a eu un commentaire à propos du plat. C'est fascinant. C'est un phénomène fascinant. Le commentaire est à propos du plat et il y a un inconfort dans la biologie de la personne qui s'est identifiée au plat. Et ça, c'est extraordinaire parce que toute notre vie, tous les jours, on fabrique des jeux qui se mettent à entrer dans un mode surveillance de ce qui pourrait être dit à leur sujet, en espérant que ce sera extrêmement positif pour être valorisé ou en s'assurant qu'il n'y a rien de négatif. Alors évidemment, à notre époque, en plus, avec les réseaux sociaux, c'est encore
plus troublant parce que il peut y avoir des milliers de choses à dire chaque jour à propos d'un ou de l'un ou de l'autre des jeux qu'on a pu fabriquer. Alors, c'est un phénomène fascinant parce que ça génère énormément de détresse. Et si ça génère du plaisir, c'est passager, il faut s'en rendre compte. Parce que dès que un commentaire négatif pourrait arriver, le commentaire positif a été effacé. Pour une raison très simple, je vais me taire tout de suite après, c'est que le cerveau a tendance à placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Ça, il l'a fait pendant des millions d'années. Et c'était normal qu'il le fasse, c'était pour assurer la survie. Quand on marchait dans la plaine, puis il fallait s'assurer que le moindre petit mouvement dans les feuilles puisse être examiné. Il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas un prédateur derrière ce mouvement-là, ou la moindre odeur, ou le moindre son. Bon. Alors le cerveau a placé l'attention pendant des millions d'années sur ce qu'il percevait comme une menace. Aujourd'hui, il place l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace en un jeu qu'il a fabriqué. Alors, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose qu'on possède, ça peut être quelque chose qu'on a fait, un document qu'on a produit à l'intérieur de l'entreprise où on travaille, qu'on présente en réunion, virtuelle ou présentielle, peu importe. Et là, on écoute les commentaires. On n'écoute pas les commentaires. Et c'est ça qui est extraordinaire. On pourrait écouter les commentaires avec une ouverture totale dans la perspective d'enrichir ce qu'on vient de présenter. Mais le cerveau va chercher les commentaires comme étant des critiques, des blâmes. Et malheureusement, ce ne sont plus les critiques, des blâmes perçus. Encore la perception de la réalité versus la perception. Le mélange, si vous voulez, de la réalité et de la perception. Alors, le cerveau perçoit le commentaire à propos du document comme étant un commentaire à propos de ce que nous sommes. Et c'est là que ça déclenche ce que j'appelle une tempête neuro-hormonale et un inconfort et la tendance à vouloir lutter, parce que c'est ça la tendance primitive aussi du cerveau. Dès qu'il y a une menace à la survie, c'est la lutte ou la fuite, ou paralysé, figé. Alors, il va faire la même chose en réunion, va se mettre à vouloir lutter contre la personne qui a émis un commentaire négatif ou fuir la réunion. Je m'en vais de ce lieu infect où on ne me comprend pas. Alors, plutôt que de regarder ça dans une perspective d'enrichissement mutuel. Ouais, j'adore. J'ai fait une longue réponse. J'adore, ça me parle tellement, tellement, si vous saviez. En fait, pendant que je vous écoutais, ça me parle évidemment parce que je parle aussi beaucoup de cette peur et de ce cerveau qui est orienté survie. Alors en plus, moi, je travaille sur l'inconscient familial, donc je parle de la survie du clan Oui. Dans l'inconscient familial et donc notamment les peurs du clan, etc. Mais en fait, quand je vous écoutais, je me suis dit, finalement, l'un des conseils que vous êtes en train de partager en filigrane, c'est d'être en conscience. Donc déjà, si je récapitule un peu, je reformule, c'est d'être en conscience déjà de cette perception versus réalité. Oui. C'est d'être aussi en capacité de se dissocier de ce jeu par rapport à la réalité, et de dissocier ce jeu, et de ne pas finalement se retrouver réduit à une situation ou à un ressenti ou une perception qui appartient à l'autre. Oui, tout à fait. On est d'accord, hein? Absolument. Et ce qui est fondamental de développer, parce qu'on est tous et toutes capables de le faire. Et tout ça tourne autour de la fameuse phrase de Socrate, connais-toi toi-même, là. Ce qu'on est capable de développer, c'est l'observation de ce qui se passe dans le cerveau en rapport avec le jugement de l'autre, bien sûr, encore une fois, j'ai rien inventé, ou ses propres jugements à son égard. On peut se juger soi-même fréquemment ou le jugement à l'égard de l'autre. Alors, sans arrêt, au cours d'une journée, sans arrêt, l'attention est accaparée par des jugements, des interprétations du jugement de l'autre. Oh, qu'est-ce qu'on a dit à mon sujet? Et là, des jugements à propos de soi-même. Ah, c'est vrai, je n'ai pas cette compétence, je n'ai pas de valeur,
je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis nul, machin, ou l'autre est nul, l'autre est... Et tac, 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 et toute l'attention est accaparée par ça, et on n'est plus dans le présent. Encore une fois, on revient toujours à ça, mais c'est là qu'on touche à notre essence. Encore là, c'est rien de neuf. Bouddha disait ça il y a 2500, 2600 ans. Socrate disait ça, Krishnamurti a appris ça toute sa vie. Ramener l'attention dans le présent. Et aujourd'hui, malheureusement, on a galvaudé le concept du moment présent complètement. On a associé le concept du moment présent à quelque chose d'hédoniste, au plaisir. Être dans le moment présent, pour beaucoup de personnes, c'est être dans le plaisir. Être dans le moment présent, c'est écouter l'autre. Et parfois, c'est pas toujours être dans le plaisir, parce que l'autre nous amène des commentaires à propos de ce qu'on a fait, des suggestions qui peuvent malheureusement être encore une fois interprétées comme des critiques d'un jeu et qui ne nous permettent pas de rester en relation avec l'autre. Parce que dès qu'on perçoit ça comme une critique à un jeu, ben on revient à la réaction primitive qui est lutte, fuite et non pas écoute. Parce que c'est là qu'est le cœur de la connaissance de soi, c'est à mon humble avis, c'est de sortir de l'agitation des jeux pour entrer dans la présence. Bang! Et toute notre vie, chaque jour, on est appelé à ce merveilleux défi, cet extraordinaire défi, qui est de découvrir où est l'attention et de la ramener dans la présence. C'est quel merveilleux défi auquel on est appelé. C'est pas facile. Les enfants, déjà, sont dans la présence. Et puis, rapidement, et très, très tôt, ils commencent à fabriquer des jeux en rapport avec ce qu'ils perçoivent être le moyen d'obtenir de l'attention. Ils vont fabriquer des jeux qui, à leurs yeux, vont correspondre à ce qu'on souhaite qu'ils soient. Je m'amuse souvent à dire, ils vont faire une pirouette, tout le monde va les applaudir, tout le monde va dire « Ah, t'es bon, t'es bonne ». Alors là, ils vont commencer à fabriquer un jeu autour de cette activité-là pour continuer à entendre « Je suis bon, je suis bonne », parce que pour eux, ça signifie recevoir de l'attention. Et recevoir de l'attention signifie « Je vais survivre ». On va me nourrir, on va me protéger, on va me câliner, on va me bercer. Alors, tout ça est associé. Et à partir du moment, devrais-je dire, où on commence à fabriquer des jeux en fonction de ce qu'on croit qui va nous apporter de l'attention, ben, la mécanique est amorcée et puis pour le reste de notre vie, on peut tomber dans le piège de vouloir fabriquer des jeux pour recevoir de l'attention. On retourne à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Viens, regarde ce que j'ai fait. Regarde, regarde. Et dans l'espace de travail, un paquet d'adultes agissent comme ça chaque jour. Regarde papa, regarde maman. J'ai fait ça pour entendre le commentaire. Ah, t'es bon, ah, t'es bonne, associé à je vais survivre. Ouais. Et c'est terrible. Et c'est là qu'est le défi. Quand on est enfant, c'est pas facile de démêler tout ça, mais plus on avance dans la vie, plus on peut être en mesure, et c'est là la phrase de Socrate, connais-toi toi-même, d'observer ce processus, d'apaiser ces jeux apeurés. Ils ont peur, ils tremblent devant la possibilité de ne plus recevoir d'attention. La peur de disparaître, de mourir. On ne me nourrira plus. Et ce n'est plus on ne me nourrira plus, on ne me nourrira plus comme quand j'avais 3 ans, c'est on ne me nourrira plus d'attention. Oui, donc j'existe plus en fait. Donc je n'existe plus. Ouais. Alors que si on ramène l'attention dans le présent, on reconnecte avec cette capacité qu'on a d'être présent, présente, qui est au cœur de toutes les capacités merveilleuses qui définissent ce que nous sommes, la capacité d'aimer, qui, elle, ne disparaît pas. Le jeu, il peut disparaître. Si j'ai un jeu opinion X en politique, je peux changer d'opinion l'année d'après, puis je ne suis pas disparu. Mais le jeu est disparu, oui. Le jeu opinion politique
que j'avais il y a un an n'est plus le même l'année d'après. Alors que la capacité d'aimer, elle, ne disparaît pas. Jamais. La capacité d'apprendre ne disparaît jamais. Ce qui nous amène à la merveilleuse phrase de Marie de Hennezel, grande psychologue française, qui disait « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Tous les jeux vieillissent. Tous. Le jeu pâte aux champignons, il se transforme. Et il disparaît parce que les pâtes aux champignons ont été bouffées par tout le monde, c'est fini. Le jeu de voiture à laquelle je me suis identifié disparaît parce que j'ai changé de voiture. Le jeu lieu où j'ai vécu disparaît parce que j'ai déménagé. Le jeu idée, opinion change parce que quelqu'un m'a permis de dire je n'avais jamais vu ça comme ça. Ah bon, c'est vrai, j'ai pensé ça, mais je ne pense plus ça maintenant. Alors que la capacité d'être présent ou présente, elle, ne vieillit jamais. Elle est toujours là. Et c'est le grand défi, c'est d'y ramener l'attention. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, vous en parlez hein, dans On est foutu, on pense trop. Vous partagez quelques conseils, notamment sur l'importance aussi de se connecter à sa respiration, d'être vraiment en conscience d'eux. J'aime beaucoup, vous utilisez une expression que vous opposez, c'est l'activité mentale et l'activité mentale ego et l'activité mentale conscience. J'ai adoré ça, ce passage. Et c'était très clair, en tout cas pour moi. Ça vraiment, j'ai percuté quand j'ai lu ça. Quand on parle de l'activité mentale ego, donc si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que ce petit vélo qui tourne en permanence dans la tête, ce fameux hamster pensouillard, il fait partie de l'activité mentale ego parce qu'il va être finalement toujours orienté vers le souci premier d'exister quelque part. Parce qu'il a ce réflexe qu'il a construit depuis des milliers d'années et qui aujourd'hui est mal, on va dire, mal orienté, puisqu'on n'est plus tout le temps en permanence, on n'est plus tout le temps orienté survie physique. Il y en a, attention, il y a des gens qui vivent des situations de danger et d'insécurité physique, mais ils gardent des réflexes, en fait. C'est ça que je comprends. Oui. Pendant la pandémie, d'ailleurs, il y a eu des moments où la survie pouvait être menacée si on ne se protégeait pas, bon, il y a des gens qui sont morts, bon, ça on le sait maintenant. Alors là, à ce moment-là, il était justifié d'avoir peur à certains moments pour se protéger adéquatement, protéger les autres. Alors, la peur était saine. Dans des circonstances comme celle-là, elle pouvait être très saine. Évidemment, elle pouvait devenir malsaine si tout à coup elle devenait une peur qui était irrationnelle. Il y en a eu aussi énormément. Mais oui, le sentiment d'être quelqu'un, avoir le sentiment d'être quelqu'un à travers un jeu qu'on a fabriqué. J'existe aux yeux de quelqu'un d'autre à travers le fait que j'ai cette opinion extraordinaire qui attire l'intérêt ou l'attention de l'autre. J'ai cette connaissance que l'autre n'a pas à propos du vin, par exemple. J'arrive dans un endroit et je peux dire à tout le monde que je connais les Bordeaux, le 1982, de tel château. Ah, wow! Là, j'ai beaucoup d'attention autour de ce jeu connaissance que les autres n'ont pas. Donc, je suis tout à coup quelqu'un parce que les gens me regardent, s'intéressent à ce que je dis, etc. J'ai l'impression d'être quelqu'un enfin. Mais c'est hyper éphémère, c'est hyper fragile, parce qu'il y a une autre personne tout à coup que dans la même soirée qui se révèle être une personne connaissant les Bordeaux aussi bien que la première. Et là, ça amorce une espèce de bataille de connaissances au sujet de bon. On est sur ça me parle. En fait, pardon de vous avoir interrompu, mais du coup, bon, je sais pas si on aura trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais là, moi, je trouve que vous abordez aussi quelque part la construction du faux self. Oui, exact. Qui fait que le jour où, justement, comme on s'associe trop à quelque chose d'extérieur à nous, à soi, quand ça explose, il y a beaucoup de monde qui s'effondre. Oui, tout à fait, absolument, absolument, qui s'effondre littéralement, on entre dans une détresse psychologique, et c'est biologique, c'est neuro-hormonal, c'est ça qui est fascinant.
dès qu'il y a la moindre critique, le moindre blanc, ou le sentiment de ne plus être le seul, la seule, unique, spéciale, extraordinaire. Ah, encore une fois, j'ai rien inventé, il y en a d'autres qui en ont parlé bien avant moi, mais il faut le ramener constamment parce que c'est à notre époque urgent de parler de ça. Parce que ça a pris une place inouïe à travers justement la capacité qu'on a de véhiculer des images de soi, des jeux autour de ce qu'on fait, de ce qu'on possède, de notre apparence, de nos opinions. On véhicule ça sans arrêt, donc on expose ça. Et c'est d'une immense vulnérabilité d'un point de vue psychique. On l'a vu à plusieurs reprises. J'ai souvent donné cet exemple-là. Ces jeunes femmes, c'était au Québec, qui avaient présenté des photos d'elles-mêmes sur Facebook. Qu'est-ce qu'elles attendaient? Elles attendaient des commentaires positifs, bien sûr. Elles attendaient des j'aime. Parce que les j'aime se multipliant, j'ai eu 500 000, 2000, 10 000, 100 000 j'aime, aurait pu leur donner l'impression d'exister dans tous ces regards et donc d'être quelqu'un. Parce que ça avait été confirmé par les pouces, comme ça. Et il y a eu, pour certaines jeunes filles au Québec, il y a quelques années, ça a été malheureux, il y a eu une épidémie de tentatives de suicide chez chez des adolescentes, 14-16 ans. Elles avaient en commun d'avoir présenté des photos d'elles-mêmes sur Facebook et elles n'avaient eu que des commentaires négatifs ou zéro commentaire, ce qui revient aussi à des commentaires négatifs. Et elles étaient entrées dans une détresse psychologique importante parce leur cerveau avait associé les commentaires à propos d'une image, d'une photo, à leur être. Je ne vaux rien. Je ne vaux rien puisque on dit que c'est nul. Et leur cerveau faisait ça. Le cerveau faisait je ne vaux rien parce qu'il y a eu 150 commentaires négatifs de personnes qui, de toute façon, pouvaient avoir n'importe quelle opinion. C'est intéressant aussi de savoir pourquoi les gens émettent des commentaires négatifs. Là-dessus aussi, il y en aurait long à dire. Alors, souvent, c'est parce que c'est des gens qui, dans leur propre vie, sont confrontés à un sentiment de vide et qui vont, à travers le commentaire négatif, avoir l'impression tout à coup de se distinguer, d'être quelqu'un de spécial. Malheureusement, on voit ça aussi. Alors, ces jeunes femmes sont entrées dans une détresse psychologique importante. Elles avaient l'impression de ne plus exister, de ne plus être quelqu'un, de ne plus avoir aucune valeur, alors que ce qui était arrivé, c'est que des personnes avaient émis des commentaires négatifs à propos d'une photo. D'accord. Ben oui, c'est ça. Donc, on est bien en train de parler d'association et c'est un sujet qui est super important, ce que vous abordez, Serge. J'en parlais il y a quelque temps où je disais, mais je suis si contente, je me sens en sécurité, en fait, d'être sur les réseaux sociaux à mon âge et de ne pas avoir été confrontée aux réseaux sociaux à l'âge de 20 ans, en fait. C'est vrai que je suis allée très tardivement sur les réseaux sociaux et quand je vois, en fait, tout ce que ça peut générer en positif, je reçois beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et tant mieux. Et il y a des messages qui sont compris, mes messages qui sont transmis. Par contre, je reçois aussi beaucoup de messages négatifs et je suis contente d'être aujourd'hui suffisamment armée, solide, sécurisée pour affronter cet univers qui est pas simple. On va pas se mentir là-dessus. Non. Et malheureusement, c'est la société. La société, elle se construit comme ça. Ça me fait penser à quelque chose aussi. Et d'ailleurs, vous en parlez tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment la sensation, en fait, quand vous dites d'ailleurs qu'on est dans une multiplicité de jeux, que on se retrouve confronté de plus en plus à une dynamique de diffluence. C'est-à-dire que justement parce que ça va très vite, parce que vous avez sur les réseaux sociaux qui sont là et vous avez aujourd'hui des modélisations possibles en permanence. Ce qui fait que le fameux jeu qui se construit, le fameux moi qui se construit avec une base, une sécurité intérieure, on va même parler d'estime de soi. Je pense qu'on va même probablement terminer par ça parce que vous l'avez un peu évoqué aussi. En fait, aujourd'hui, c'est très fragile, c'est hyper fragile. Et le jeu, il est de plus en plus influencé par un jeu ici, puis un jeu là et un jeu là. Et il y a plus cette base de sécurité, d'amour, en fait, que je trouve un peu dommage.
Oui. Toute représentation que le cerveau a construite, donc en transformant quelque chose en jeu, une voiture, un vêtement, une opinion, en transformant à peu près n'importe quoi en jeu, une équipe de sport, puis on voit ce que ça donne hein, quand il y a une équipe de sport, qu'on a tout à coup transformé une équipe de sport en jeu. C'est merveilleux de pouvoir assister à un spectacle où les gens ont développé des talents. Ça, c'est merveilleux. Peu importe, c'est toujours merveilleux d'observer le développement des talents chez un être humain. Et c'est toujours merveilleux de pouvoir développer pour un être humain ses propres talents. Ça, c'est extraordinaire. Mais on n'est pas dans la fabrication d'un jeu. Alors que si on s'est identifié à une équipe de sport, tout à coup, l'équipe perd, on devient très inconfortable. Il y a des gens qui deviennent agressifs parce que l'équipe à laquelle ils se sont identifiés a perdu. Ils deviennent vraiment même, ils posent des gestes. Parfois, on le voit dans les stades terribles, des gestes de violence. Alors, donc, c'est pour ça que c'est si important de faire la distinction entre ces images qu'on fabrique, ces représentations qu'on fabrique, ces jeux, qui sont toujours vulnérables. Toujours, 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 parce que ce ne sont que des représentations, des images, versus ce qui en nous ne vieillit jamais, qui n'est jamais vulnérable. Et là est la capacité d'aimer dont vous parliez, Anna. Là, elle est la capacité d'aimer. Parce qu'elle, Marie de Hanézel a travaillé en soins palliatifs. Ça fait des années que j'en parle et elle a observé ça chez les personnes qui sont en fin de vie. Leur capacité d'aimer est intacte. Et tous les jeux qu'ils ont fabriqués, ils sont pas là à ce moment-là. L'opinion politique X, Y ou Z n'est plus là. Ils sont dans leur présence, ils sont dans la capacité d'aimer, la capacité de transmettre ce qu'ils ont appris à propos de ce qui est important dans la vie. Dans les derniers instants, souvent, c'est à ce moment-là que les gens transmettent ça. Ils peuvent le faire avant, bien sûr. Il y en a qui le font avant, mais souvent, on voit souvent chez certaines personnes le fait qu'ils savent qu'ils sont dans leurs derniers instants pour transmettre ça. Alors, c'est ça qui est magnifique dans tout ce que ces sages nous ont enseigné. Connais-toi toi-même, Socrate. Cette phrase-là m'habite depuis tellement longtemps parce que je me suis dit un jour, on fait ça comment? On fait ça comment? Et j'ai l'impression que c'est effectivement un appel à l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi et à la confusion qu'il y a en nous entre ces jeux que le cerveau fabrique et la peur que ça génère de les voir disparaître versus cette capacité qu'on a d'être présent, d'aimer, de transmettre, d'apprendre, de savourer, etc., de créer, qui sont toutes des capacités qui ne vieillissent jamais et qui ne disparaîtront pas. Et qui seront là, oui. C'est important. Vous avez dit tout à l'heure que la capacité d'aimer et d'amour, justement, ne vieillit jamais. Est-ce que ça voudrait dire que cette petite voix intérieure qui se pose en permanence des questions, ce petit vélo qui tourne tout le temps, on peut l'apaiser aussi parce que justement, on va être suffisamment en amour, donc en humilité aussi. Hein, pour moi, on est vraiment dans l'humilité de ce soi par rapport à l'altérité, de ce soi par rapport aux autres, et d'être dans un amour avec un grand A, finalement. Ah, tout à fait. Dès qu'on entre dans la présence, c'est-à-dire la capacité d'être là totalement, tout ce qu'on appelle estime de soi, confiance en soi, apparaît. Parce qu'il n'y a plus la peur d'être jugé. Quand on est totalement dans la présence, dans l'attention à ce qui est, que ce soit, pardonnez-moi, l'autre ou la nature, peu importe. Quand on est là. Ici, c'est présentement, les bourgeons explosent encore, c'est le vert tendre du printemps, etc. Quand on est complètement là, il n'y a plus de peur. Il y a la relation, il y a la connexion. Et là, la confiance émerge dans la vie, dans ce que nous sommes. Oui, parce que nous sommes toujours en mesure de se connecter, d'être là. L'amour émerge dans cette relation, dans cette connexion, complètement. Il n'y a plus le besoin de défendre quelque chose parce que si on ne le défend pas,
on va disparaître, donc on ne sera plus aimé, aimable, aimé. D'ailleurs, c'est terrible parce que je me suis beaucoup amusé énormément, j'ose le dire. Là, on pourrait me dire, ah, c'est encore un jeu, mais je me suis dit, il faut absolument que j'essaie de trouver un autre moyen de peut-être essayer de transmettre ce que la vie m'a permis de découvrir en toute humilité et qui permet cet apaisement. Dans le dernier bouquin, s'appelle Je, il y a ces deux personnages qui essaient d'attirer l'attention de l'autre, donc de se faire aimer en présentant d'eux-mêmes, de lui-même ou d'elle-même, des images qu'elle croit intéressantes. Qu'il ou qu'elle croit intéressantes. Mais comme elles sont tout le temps dans les images, dès qu'il y a une remise en question de cette image, mais la peur de ne plus être aimé apparaît. Boum. Et ça y est, c'est l'espèce de volonté de défendre cette image. Et on n'est plus dans la connexion, on est séparés. On n'est plus connectés, on n'est plus reliés. Alors que quand on est tellement dans la présence, dans la découverte du questionnement de l'autre à propos de ce qu'est la vie, du sens de la vie, de ce que ça signifie aimer, quand on chemine ensemble dans ces grandes questions, ben là, on est reliés. Là, on peut se tenir la main sur cette route, ces grands questionnements existentiels. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai eu le privilège de soigner des gens pendant 30 ans et qui arrivaient avec ces questionnements dans mon bureau. C'est la raison pour laquelle on était en contact, point à la ligne. Elles arrivaient dans mon bureau avec ces questionnements-là et on marchait tout à coup ensemble sur la route de la vie. Oui. En essayant de découvrir ce qui nous permettrait de dire j'avais jamais vu ça comme ça et d'apaiser des angoisses qui étaient liées à ces grandes questions. Et inévitablement, toutes ces personnes m'amenaient à observer les jeux agités. Les miens, les leurs, ces jeux agités qui tout à coup pouvaient s'apaiser pour qu'on entre dans la présence, dans l'attention de l'un et de l'une à l'autre et une paix, vraiment. Je suis, comment dirais-je, c'est tellement extraordinaire parce que beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de personnes réfléchir ou j'ai entendu beaucoup de personnes partager l'objet de leur réflexion autour de ces grandes questions et finir par dire, au fond, Krishnamurti dit ça souvent, au fond, c'est simple. C'est simple, mais difficile. C'est simple de découvrir que nous ne sommes pas toutes ces pelures identitaires, tous ces jeux qu'on fabrique. C'est simple d'observer, de découvrir ça. Ce qui est difficile, c'est tout à coup de l'observer au moment où il s'agite. C'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de méditation aujourd'hui. La méditation est un entraînement de l'esprit qui nous permet de développer cette vigilance, ce réflexe, d'observer l'agitation des jeux, leur peur, et de ramener l'attention ici. Et instantanément, quand ça se fait, la plus belle découverte qu'on puisse faire, c'est que il y a un apaisement. Et là, l'amour peut émerger. C'est au fond la distinction entre toutes les peurs de ne pas être aimé et tous les efforts qui sont faits pour apaiser ces peurs en performant, en étant exceptionnel, en étant extraordinaire, comme ça on va être aimé, comme ça on va recevoir de l'attention. Et on est toujours en train de surveiller si oui ou non on va en avoir. Versus l'apaisement de tout ça pour entrer dans cette présence où on est connecté, relié.
Serge, Anna. vous avez, vous avez un parcours qui est effectivement extrêmement riche, que vous transmettez aujourd'hui au quotidien, mais aussi à travers vos livres. Est-ce qu'il y a un moment de bascule dans votre vie que vous pourriez partager? Il y en a eu plusieurs. C'est important cette question-là. C'est très important parce que la souffrance, c'est un mot qui, pour beaucoup de personnes, génère des peurs, alors que inévitablement, elle peut nous amener à nous connaître davantage si on l'accueille, plutôt que de la rejeter ou de vouloir l'anesthésier ou de vouloir la fuir. Alors quand elle est là, qu'on l'accueille, quand tu aimes à m'apprendre, quand tu aimes me faire découvrir à propos de ce qu'est la connaissance de soi, eh bien, elle nous permet d'approfondir ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les distinctions entre tous ces jeux qui génèrent de la souffrance parce qu'ils ont peur de disparaître versus cet espace où la peur s'apaise. Oui, il y a eu des moments de bascule parce que oui, il y a eu des moments de souffrance, il y a des grandes périodes de souffrance, comme pour tous les êtres humains. La première rupture amoureuse, très tôt, où j'ai eu carrément l'impression que j'allais perdre la raison. C'est allé jusque-là. Jusqu'au jour où j'ai pu découvrir, et ça c'est extraordinaire, je me souviendrai toujours de ça toute ma vie. C'était au printemps, au mois de mai. J'avais 20 ans, je crois. Et ça faisait déjà 1 an que j'étais dans vraiment je veux le dire comme ça, une grande souffrance. Et peur de toutes sortes. Et puis tout à coup, je suis sorti dans le jardin. C'était un endroit où il y avait un jardin. Et c'était le mois de mai. Et il y avait une lumière tellement magnifique. Et c'est comme si je n'avais rien vu de tout ça depuis 1 an. Et que là, tout à coup, je voyais les bourgeons exploser, les parfums du printemps. J'entendais les chœurs d'oiseaux, littéralement, qui sont en mode séduction. Donc, il y a des chorales d'oiseaux, des chœurs d'oiseaux. Et tout à coup, j'étais envahi, mais littéralement, d'une joie, mais inouïe. Et à me dire, mais tout ça était là et je n'étais plus relié à ça. J'étais séparé de tout ça. Parce que j'étais dans ma tête en train de dire, je n'ai pas de valeur, parce qu'elle m'a laissé, je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'amour. Il y avait toutes ces phrases-là qui... Et là, tout à coup, je me sentais relié et je me suis dit, mais je n'ai pas besoin d'elle pour vivre. Ce qui ne lui enlevait rien à cette personne. Au contraire, elle est plus tard devenue une merveilleuse amie. Mais ça ne lui enlevait rien. Mais je réalisais que je pouvais tout à coup vivre pleinement en étant là, en me sentant complètement relié à toute cette vie qui se manifestait de multiples façons, cette beauté. Et ça, j'ai jamais oublié ça. Parce qu'à partir de cette journée-là, je n'ai plus jamais eu peur de perdre la raison. Jamais. Parce que je me suis dit, mais je ne perdrai jamais la raison. Tout est là. Évidemment, il y a eu d'autres périodes de souffrance par la suite, pour toutes sortes, physiques même, j'ai failli mourir, surtout aux soins intensifs, en hémorragie digestive, en cause du besoin de performer, mais là c'était au travail. Encore une fois, le même piège, l'identification, le je travaille, le je performer, être exceptionnel, extraordinaire, Et puis les difficultés rencontrées, bien sûr, comme pour tous les êtres humains, les obstacles rencontrés dans l'espace travail. Et là encore, soins intensifs, hémorragie digestive, on voulait m'opérer, puis je disais non, ça s'est passé dans ma tête. Et j'ai eu la chance d'être accompagné de soignants et de soignantes merveilleux et merveilleuses. Et encore une fois, de découvrir que j'étais séparé
déconnecté à travers ces jeux agités et que je pouvais tout à coup... je me souviens que j'écoutais de la musique à l'hôpital. Mes frères et mes sœurs avaient fait des enregistrements et tout à coup, j'étais dans cette musique, mais tellement magnifique. Bach ou des chansonniers, il y a des auteurs-compositeurs, il y avait du Brel. Et là, j'étais rempli par cette créativité humaine qui, à travers l'art, bien sûr, nous relie. Et là, je n'étais plus séparé à nouveau. J'étais connecté, relié à la sensibilité de d'autres êtres humains qui avaient créé des œuvres magnifiques. Je me dis où j'étais. Où j'étais. J'étais dans ce besoin de performer, de montrer une image, présenter une image qui pouvait générer de l'attention parce qu'elle était exceptionnelle, bon, etc. Au lieu d'être en relation complète, dans ce qui, en moi, ne vieillissait jamais, la capacité de créer, la capacité d'apprendre. Oui, il y a eu des moments de bascule, il y en a encore aujourd'hui. Mais ça, c'est important parce que c'est jamais fini. Vous le disiez tout à l'heure, Anna. C'est jamais terminé la connaissance de soi. C'est pas quelque chose, on peut dire aujourd'hui, ah, ça y est, je me connais pour le reste de ma vie. Ben non, c'est jamais fini, on vieillit, on se transforme, il y a une ride qui apparaît tout à coup, il a fait, oh, je suis une ride. Puis si on s'est identifié à son apparence, ben là, la peur que l'apparence qu'on avait, qui pouvait à nos yeux peut-être générer de l'attention, vient de disparaître. Alors là, on essaie de l'effacer. Donc, c'est jamais terminé. C'est le rapport au vieillissement, les fonctions qui tout à coup se transforment, les fonctions biologiques, etc. C'est les grands cycles de la vie, le rapport à la mort, comment on va aborder ça. C'est jamais terminé. La connaissance de soi et le retour à la présence tout le temps. C'est la vie. Alors, Ouais. je vous propose, merci beaucoup parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions en vous écoutant. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre écoute. Merci d'être là. En fait, j'avais envie de lire un passage d'un livre que je lis en ce moment avec ma fille le soir. Elle a 5 ans. Et vous allez probablement reconnaître ce passage. J'ai peur. Il ne faut surtout pas avoir peur d'entrer dans l'amour, mon grand. Jamais. Car nous allons y trouver ton papa. C'est là qu'il faut le chercher. Dans l'amour qu'on a pour lui. Je suis très touché. Je suis très touché parce que c'est un passage du livre Papa. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on entre dans cette capacité d'aimer qui ne vieillit jamais, on y retrouve aussi étrangement cette relation extraordinaire même avec les disparus. C'est fabuleux, c'est tout ce qu'ils nous ont enseigné, tout ce qu'ils nous ont appris, tout ce qu'ils nous ont, à travers ce qu'ils ont été, sans même nous transmettre des enseignements à travers des mots, juste en étant ce qu'ils étaient, parfois, sans le savoir, ils nous transmettaient leur façon d'aborder la vie, leur façon de... Et ça, c'est dans l'amour. C'est vraiment dans l'amour quand on n'est plus dans le besoin de performer à gauche et à droite. Quand on est vraiment dans l'amour, ben on découvre que c'est là ce qu'ils nous ont transmis. C'est encore là ce qu'ils nous ont transmis. Merci, Anna, beaucoup. Merci, Serge. Merci beaucoup pour ce très bel échange. Merci, merci d'avoir permis à cet échange d'arriver. Merci de l'avoir provoqué.